Arrêtez tout. Pas dans 1 heure. Maintenant. Parce que ce qui vient de se passer dans le nord d'Israël est l'un de ces moments où un gouvernement fait une annonce sans jamais prononcer une seule parole. 50 000 personnes. 50 000 personnes ont reçu l'ordre de faire leurs bagages et de quitter leur quartier dans le nord de Haïfa, la 3e plus grande ville d'Israël, la plus stratégique industriellement, la plus concentrée sur le plan militaire. Pas à cause d'une attaque en cours, pas à cause d'une alerte imminente, à cause de ce que les défenses israéliennes, malgré tous les milliards investis, malgré l'architecture la plus sophistiquée étudiée avec admiration par tous les alliés de l'OTAN, ne peuvent plus garantir. Et voilà la vraie question, celle que les grands médias contournent avec une constance troublante. Qu'est-ce qu'une évacuation de 50 000 personnes dit sur l'état réel de ce conflit, quand un gouvernement n'a pas les mots pour le dire lui-même? Je vais vous répondre. Complètement. Et ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va changer la façon dont vous lisez toute l'actualité du Moyen-Orient. Restez jusqu'à la fin, parce que la partie la plus importante, les 3 chemins possibles et celui que l'Iran espère secrètement, arrive dans un moment. Pour comprendre pourquoi cette évacuation est un séisme stratégique, il faut comprendre ce qu'est réellement Haïfa. Pas comme une ville, comme un nœud. Le port de Haïfa traite environ 26 millions de tonnes de marchandises par an, le plus important d'Israël. Vous pourriez être tenté de lire ça comme un fait économique impressionnant. Résistez à cette tentation. Dans tout conflit prolongé, Israël fonctionne comme une économie insulaire. Les voies maritimes ne sont pas une commodité commerciale. Elles sont l'artère par laquelle une nation respire sous pression. Logistique militaire, matières premières, énergie, alimentation. À côté de ce port, les raffineries de Bazan. Ces installations traitent 60% de la consommation intérieure de pétrole du pays. Et en juin 2025, elles ont cessé d'être une vulnérabilité théorique. Un missile balistique iranien a atteint le complexe de Bazan. La raffinerie s'est arrêtée complètement. 3 personnes ont été tuées. La fumée visible au-dessus de la baie de Haïfa ce matin-là n'était pas celle d'une frappe périphérique. C'était la confirmation que ce que les analystes évaluaient depuis des années venait de passer du domaine de la théorie à celui de la réalité démontrée. Et ce n'est pas tout. Dans les districts sud de la ville, le parc technologique Matam. 14 000 spécialistes en électronique de défense, cybersécurité, fabrication avancée. Une main-d'œuvre qui ne se reconstitue pas par un recrutement d'urgence. Des carrières entières, des expertises irremplaçables, un port critique, un centre de traitement de l'énergie, un complexe industriel de défense. Tous à la même adresse géographique, tous maintenant à portée de munitions dont la précision vient d'être démontrée. Et c'est ici que nous devons parler de quelque chose que les briefings officiels n'ont jamais reconnu publiquement. Si vous commencez à réaliser que ce conflit est structurellement différent de ce que les médias vous montrent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Parce que ce que je vais vous expliquer dans un instant, les chiffres internes sur le dôme de fer, vous ne l'entendrez pas ailleurs. Le monde entier a appris à admirer le dôme de fer. Des taux d'interception dépassant 85% contre les roquettes non guidées de 2006, remarquable, historiquement sans précédent. Mais voilà ce que cette réputation ne vous dit pas. Le dôme de fer a été conçu pour un type précis de menace, des roquettes subsoniques, trajectoire prévisible, vitesse modérée. Face à ce profil, il mérite sa réputation. Face aux missiles balistiques de la famille Fateh 110, développés en Iran, transférés au Hezbollah en configuration améliorée, il opère dans un environnement fondamentalement différent. Ces missiles arrivent en phase terminale à Mach 3,5, soit environ 4200 km/h, avec une capacité de manœuvre dans cette phase finale. Les forces de défense israéliennes ont reconnu, dans des séances de briefing non publiques dont des éléments sont parvenus aux médias israéliens, que les taux d'interception contre ces menaces tombent entre 50 et 65%, dans des conditions optimales. Ciel dégagé, absence de contre-mesures électroniques, plusieurs intercepteurs alloués par projectile. Faites le calcul. Une salve de 10 missiles de précision visant une installation portuaire. Dans le meilleur scénario, 6 à 7 détruits en vol. 3 à 4 atteignent leurs coordonnées. 3 impacts réussis sur une raffinerie. Ce n'est pas un quasi-échec. C'est le scénario de Bazan de juin 2025. Répétez. Et maintenant, posez-vous la question suivante. Pourquoi les sites de lancement sont-ils si difficiles à détruire en amont ? Parce qu'ils n'existent quasiment plus en surface. Au cours de la décennie qui a suivi 2006, le Hezbollah a construit une vaste infrastructure de lancement souterrain dans tout le sud du Liban. Des structures en béton armé, enterrées à 15 ou 20 mètres sous la surface, conçues pour survivre à des impacts directs de munitions pénétrantes anti-bunker. L'analyse d'imagerie satellite a confirmé plus de 100 sites de ce type. Les évaluations du renseignement suggèrent que ce nombre ne représente peut-être que la moitié du total réel.
Les missiles sont dressés et tirés en quelques minutes. Les équipes se replient sous terre avant que les avions de frappe israéliens puissent réacquérir la position. Pas de signature thermique persistante, pas d'émissions radio traçables. Frapper un site qui a déjà tiré et qui est froid, difficile à justifier face au coût des munitions nécessaires. Voilà pourquoi les camions de déménagement. Mais pour comprendre ce qui a vraiment tout déclenché, il faut remonter 17 ans en arrière et comprendre pourquoi un pacte implicite qui avait tenu pendant 2 décennies vient de s'effondrer. La doctrine militaire israélienne dans le théâtre nord reposait sur une hypothèse fondamentale. Le Hezbollah possédait un arsenal redoutable. Mais il s'autodissuaderait de l'utiliser massivement, parce que le coût qu'Israël pouvait imposer aux infrastructures libanaises dépassait tout gain militaire réalisable. Ce pacte implicite a tenu 17 ans. Il vient de se dissoudre. Et pas pour des raisons contingentes qu'une bonne déclaration politique pourrait réparer. Le commandement du Hezbollah a tiré une conclusion. Que cette conclusion soit exacte ou non, importe moins que le fait qu'elle a été atteinte. L'intention stratégique israélienne était passée de la réponse aux provocations à une dégradation systématique. Les éliminations ciblées de commandants, les frappes sur les infrastructures, les déclarations publiques explicites sur le repositionnement des forces. Interprétées non pas comme des signaux de dissuasion, mais comme la preuve que la retenue n'empêcherait pas l'escalade. Elle l'autoriserait simplement à un rythme choisi par Israël. Lorsqu'un adversaire conclut qu'il n'a rien à gagner en n'agissant pas, la dissuasion s'effondre. Thucydide, au 5e siècle avant notre ère, avait identifié ce mode d'échec avec une précision déconcertante. La tendance des puissances militaires expérimentées à évaluer les menaces actuelles à travers les catégories des conflits passés. Athènes a vaincu la Perse. Elle a supposé que la même force serait décisive contre Sparte. L'hypothèse était fausse. Les conséquences furent catastrophiques. Israël évalue encore partiellement le théâtre nord à travers le cadre de 2006. Un conflit défini par des roquettes non guidées. Ce cadre appartient désormais à un monde que la dernière décennie a méthodiquement démantelé. Et maintenant, voilà ce qui devrait vraiment vous préoccuper. Parce que derrière tout ça, il y a un acteur qui observe, qui attend, et qui n'a pas eu besoin d'engager l'essentiel de sa capacité militaire pour atteindre ses objectifs. La guerre du Péloponnèse, ce conflit de 27 ans entre Athènes et Sparte, n'a pas été décidée par un affrontement militaire entre les 2 belligérants principaux. Elle a été décidée par la Perse, qui se tenait en marge, finançant discrètement la construction navale de Sparte, observant les 2 puissances grecques les plus capables se consumer mutuellement pendant des décennies d'attrition indécise. Le parallèle structurel avec la situation actuelle ne demande aucune acrobatie interprétative. Israël est engagé simultanément sur plusieurs théâtres. Il défend des infrastructures critiques contre des menaces de précision que ces systèmes d'interception ne peuvent pas neutraliser entièrement. Il consomme des ressources militaires et de la volonté politique à un rythme qu'aucun conflit isolé n'aurait produit. L'Iran, architecte stratégique du réseau de pression, n'a pas engagé directement l'essentiel de sa capacité militaire, et n'a pas besoin de le faire. Chaque semaine d'attrition mutuelle sert le calcul de Téhéran beaucoup plus efficacement que tout engagement direct. Alors quels sont les chemins possibles ? Il en existe 3, et ils ne se valent pas. Premier chemin, la désescalade négociée. Les 2 parties acceptent des résultats qu'elles jugent sous-optimaux. Israël tolère un Hezbollah qui conserve une capacité militaire, le Hezbollah accepte des zones tampons et des contraintes nominales. Des observateurs internationaux surveillent, avec l'inefficacité bien documentée qu'on leur connaît depuis 2006. Difficile politiquement, historiquement pas impossible. Le cessez-le-feu de novembre 2024 a démontré que les 2 parties peuvent accepter des cadres insatisfaisants quand les coûts de l'alternative deviennent trop immédiats. Deuxième chemin, l'attrition sans résolution, la condition par défaut. Opération israélienne continue au Liban. Munitions de précision atteignant des cibles économiques israéliennes à des rythmes calibrés, assez pour imposer un coup, pas assez pour déclencher une réponse totale. Aucune des 2 parties n'atteint ses objectifs. Les 2 consomment leurs ressources. Et la tierce partie, patiente à Téhéran, continue de progresser sans jamais tirer un seul missile. Troisième chemin, l'escalade terrestre majeure. Le seul chemin qui s'attaque physiquement à l'infrastructure souterraine de lancement que la puissance aérienne ne peut pas atteindre. Coût immédiat le plus élevé pour toutes les parties. Résultats les plus incertains. Mais aussi le seul chemin qui pourrait produire un environnement stratégique suffisamment différent pour qu'un règlement stable devienne structurellement concevable. C'est aussi le chemin que l'Iran, depuis sa distance calculée, a le plus de raisons d'encourager, sans jamais s'y engager directement. Il y a une dimension dans cette analyse qui ne doit pas disparaître dans l'abstraction.
Les 50 000 personnes déplacées du nord de Haïfa ne sont pas des points de données dans une équation stratégique. Ce sont des familles qui avaient investi dans une ville qu'on leur avait promis de protéger. Des propriétaires de petites entreprises dont les moyens de subsistance dépendent de locaux qui ne peuvent pas être exploités à distance. Des personnes âgées dont les réseaux de soins et les routines sont ancrés dans des quartiers qu'on leur demande de quitter sans calendrier clair de retour. Lorsqu'un gouvernement évacue ses citoyens, non pas d'un champ de bataille actif, mais d'un environnement que ses propres défenses ne peuvent plus gérer adéquatement, il fait une déclaration sur les limites de ce qu'il peut promettre à sa population. Ces 50 000 personnes le savent déjà, pas à cause de ce qu'un responsable leur a dit, à cause de ce qu'on leur a demandé de faire. Les munitions de précision existent, l'infrastructure souterraine de lancement existe, la limite démontrée des systèmes d'interception face à des menaces à Mach 3,5 est désormais un fait opérationnel. Qu'aucune déclaration politique ne peut retirer, et qu'aucun slogan ne peut inverser mathématiquement. La physique de l'interception, malheureusement, n'assiste pas aux conférences de presse. Ce qui a remplacé l'ancienne logique de dissuasion, c'est l'environnement dans lequel 50 000 personnes ont fait leur bagage et pris la route vers le sud. Dans ma prochaine analyse, j'examinerai les 3 scénarios précis selon lesquels l'Iran pourrait décider de franchir le pas d'un engagement direct, et les signaux qui permettraient de l'anticiper avant que ça n'arrive. Si cette analyse vous a apporté quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs, abonnez-vous et activez la cloche. Et dites-moi en commentaire, selon vous, la dissuasion de 17 ans s'est-elle effondrée par erreur de calcul israélienne, par stratégie iranienne de long terme, ou les deux à la fois? Les analyses les plus construites, je les lis toujours avec attention.